Bonjour à tous. On sent que c'est la fin de la journée, là, que tout le monde est fatigué. On va essayer de vous réveiller en parlant d'un sujet très très important qui est la place que pourra avoir dans le futur l'IA et l'IA générative dans le secteur social au sens large, c'est-à-dire y compris évidemment le secteur médico-social. Je voudrais d'abord excuser la ministre Clara Chapas qui a été retenue par un déplacement monté en dernière minute et donc qui ne peut pas être parmi nous. Et nous allons continuer avec elle et son cabinet les discussions que nous allons aborder aujourd'hui. Alors pourquoi parler de ce sujet? Parce que fondamentalement, je pense que si on ferme les yeux et qu'on se réveille dans 15 ans, on aura une présence très très forte de l'IA et de l'IA générative dans tout le secteur social. Aujourd'hui, on est juste 15 ans avant, par définition. On est à une période où on sent que le démarrage est lent, probablement plus lent que dans beaucoup d'autres secteurs. Et pourtant, moi, je suis convaincue que la place va exister et sera majeure pour au moins 2 raisons. D'abord parce que quand on regarde les tâches administratives de façon générale, et Dieu sait si elles sont nombreuses dans le secteur social, on voit que l'IA et l'IA générative sont en train de démontrer leur puissance et qu'il est évident que leur place va être certaine. Et puis que dans le secteur de la santé, on voit aussi qu'il y a des champs d'application qui sont maintenant totalement évidents, qu'on parle de qualité et sécurité des soins, de parcours, de préventif, de prédictif, évidemment d'organisation des systèmes de soins. On parle aussi de recherche. Donc voilà, si on prend rien que ces deux éléments-là, je pense que c'est des bonnes preuves du fait que l'IA et l'IA générative vont être clés dans le secteur social. Alors, pour discuter de ce sujet, j'ai 3 éminents experts. Alors, en commençant à ma droite, Gilles Babinet, qui est coprésident du Conseil national du numérique. Je donne juste un titre à chacun, mais vous avez tous des vies complexes, complètes et denses, et avec beaucoup de titres possibles. Sylvain Duranton, qui est directeur au niveau mondial de BCGX. BCGX, c'est la branche de BCG qui est investie sur les sujets notamment d'IA et d'IA générative. Et Paul Duhan, qui est fondateur de Bias Impact et qui est un entrepreneur de ce qu'on appelle le Tech for Good, les domaines de la tech appliquée au bien commun. Voilà, alors pour commencer, j'avais envie de vous poser un certain nombre de questions qui étaient plus autour de où on en est, en fait, un peu en creux, pourquoi on en est seulement là où on en est. Peut-être Gilles, toi qui es un serial entrepreneur, un essayiste, un militant, en plus d'être coprésident du CNM, est-ce que tu vois arriver quand même un intérêt pour ces sujets d'IA et d'IA générative dans le secteur social? Alors au sens large, peut-être y compris sur les parties éducation, formation. Est-ce que tu penses quand même qu'on est au début de quelque chose? Est-ce que voilà, ça peut rendre optimiste? Oui, merci d'abord de m'avoir invité et merci d'avoir initié ce sujet qui est évidemment très important. Je vais essayer de faire bref, 2-3 choses importantes. L'éducation, c'est vraiment un domaine où on pense qu'il va se passer quelque chose. Il se trouve que je viens de signer la postface du livre de Salman Khan qui est précisément sur ce sujet et pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'admiration, qui n'est pas un ouvrage technosolutionniste. Vraiment, il a une forme de recul, d'une part parce que ça fait 20 ans qu'il a créé cette fondation extraordinaire et qu'il cherche à trouver la juste place de la technologie dans ce contexte. Donc je crois qu'il va se passer quelque chose, mais encore une fois, c'est un peu ce qu'on a vécu dans l'histoire des techniques, notamment au cours de ces 30 dernières années. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des attentes qui étaient que les techniques allaient elles-mêmes résoudre les problèmes. Mais en réalité, les techniques nécessitent un contexte, et souvent ce contexte met du temps à émerger. Et je dirais même que l'histoire des techniques, c'est plutôt qu'il y a une forme de distorsion schumpeterienne qui commence comme le premier pas de la massification d'une technique
Et je rappellerai que dans les années 90, quand Internet est arrivé, on a été très nombreux, moi-même, mais à culpa, j'en fais partie, à penser qu'on allait résoudre des problèmes massifs, comme des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, à une échelle globale. Et il y a eu des ouvrages fameux, moi je pense toujours à un livre de Thomas Friedman qui s'appelle The World is Flat, dans lequel il disait, écoutez les gars, on va tout régler en 10 ans. Et en ce moment, vous avez la même chose. C'est-à-dire que si on écoute Sam Altman, Dario Amodei, ils disent exactement ça. Ils disent, voilà, les grands problèmes de l'humanité vont être curés par l'intelligence artificielle en passant, donnez-nous plus d'argent. Et je crois que c'est malheureusement pas comme ça que les choses se passent. Les choses se passent ici. C'est-à-dire que quand on comprend la nature des techniques et qu'on crée une forme de dialogue critique avec la société civile, et que de là sortent des nouvelles pratiques. C'est-à-dire c'est un triptyque en fait. Technique arrive en premier, après ça dépend usage ou régulation, et c'est l'harmonie qu'on peut faire régner dans ce triptyque qui fait qu'on arrive à faire des choses qui sont autres que mercantilistes là-dessus. Voilà, donc des gens comme Paul sont vraiment importants parce que justement, ils essayent d'articuler de nouveaux usages très en amont, et à partir de là, on peut parfois, pas toujours, les scaler et faire en sorte qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Merci. Alors Paul, toi tu es un sérieux entrepreneur aussi. Tu es connu pour avoir lancé quelques défis sur les sujets d'utilisation justement du numérique dans la sphère de l'emploi il y a au moins 10 ans. Aujourd'hui, tu es en train justement de partir sur un use case très précis qui est le poste de travail du travailleur social. Donc effectivement, comme le dit Gilles, c'est une autre façon de prendre le sujet par le concret et par l'exemple. Oui, tout à fait. Donc avec mon ONG que j'ai créée il y a 10 ans, qui s'appelle Base Impact, la mission a toujours été de mettre les nouvelles technologies, en particulier l'IA, au service de l'intérêt général, que ce sont des technologies qui ne vont pas forcément tout résoudre, comme disait Gilles, mais qui sont puissantes et qui permettent d'aller toucher les gens à grande échelle. Et donc la vocation de Base Impact, c'était de voir comment est-ce que cette puissance-là, on peut la mettre au service des causes là où c'est le plus nécessaire. Et pour rebondir sur ce que disait Gilles à propos du solutionnisme technologique, en fait, notre credo, c'est que c'est pas la technologie elle-même qui résout les choses. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aider ceux qui sont sur le terrain à essayer de résoudre les problématiques sociales en les renforçant grâce à la technologie. Donc là, on développe un logiciel qui s'appelle Case AI, qui est gratuit d'ailleurs pour les associations, qui vise à rendre accessible pour toutes les organisations qui accompagnent du public, donc que ce soit des services publics, des associations, l'intelligence artificielle pour assister leurs travailleurs sociaux dans l'accompagnement des publics. La statistique qui est assez folle, c'est que récemment il y a une étude de Social Work England, mais c'est globalement vrai dans la plupart des pays de l'OCDE. On a 85% des travailleurs sociaux qui présentent des signes de burn-out, en grande partie liés à la charge de travail. On parle toujours du manque de ressources dans le social, que ce soit en termes d'outils ou en termes de ressources humaines sur le terrain. Et donc là, on est typiquement dans un secteur où l'intelligence artificielle a un rôle à jouer dans le fait de rendre du temps à ces travailleurs qui sont si essentiels. Ça concrètement, ça veut dire des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, par exemple de l'ASE, qui se retrouvent parfois avec une centaine d'enfants à suivre dans leur portefeuille, ce qui est gigantesque. Imaginez suivre 100 personnes sur un mois, en termes de charge de travail, en termes de charge mentale, et qui doivent non seulement suivre ces dossiers, mais avant tout suivre des personnes, se souvenir que, oulala, où est-ce que... Il y a 3 semaines, on avait écrit un courrier à l'école d'un tel pour des faits de harcèlement, on attend la réponse, ça vaudrait le coup de relancer. Enfin, vous voyez, il y a tout ce truc-là de charge mentale à prendre en compte qui peut être soulagé par la technologie. Et puis ensuite, derrière, il y a beaucoup de paperasse à faire parce que le temps humain, il est précieux. Par contre, derrière, aller faire des courriers d'adressage, etc., ça c'est chronophage et ça peut être réduit. Donc c'est là que l'IA a un rôle à jouer dans le fait de faire gagner du temps aux travailleurs de terrain. Et l'IA générative en particulier a un potentiel extrêmement fort dans le secteur social, parce que le secteur social, c'est un secteur qui est peu industrialisé, et heureusement, parce que les gens ne sont pas des chiffres, ça ne rentre pas dans des cases, donc on n'est pas sur des process industriels, là où les modèles classiques informatiques
On essaye évidemment, ça marche pour les impôts, c'est plus difficile pour l'accompagnement social. Donc on est sur un milieu de l'humain où toute situation est différente, on a beaucoup de données non structurées, on a beaucoup de langage naturel parce que ça avait des notes de compte-rendu d'entretien un peu éparses, avec des emails, plus une circulaire du département, plus je ne sais quoi et une photo d'un carnet de notes, d'un carnet de correspondance. On est sur beaucoup de données non structurées et de type très divers qui en fait sont difficilement exploitables par les méthodes classiques et qui, grâce à l'intelligence artificielle, peuvent être maintenant valorisées dans le but d'aider les travailleurs de terrain. Merci. Sylvain, toi qui as une vision internationale, est-ce que tu vois des différences fortes entre les pays, entre les continents, je vais dire. Voilà, et comment on peut réussir à ce qu'effectivement on arrive à mieux sentir finalement quelle est la zone sur laquelle on peut avancer, j'allais dire, sans danger, et quelle est la zone plus compliquée. Parce que j'ai oublié de le dire, on est quand même 2 mois ou 3 mois après l'IA Summit, où on a collectivement célébré la force de tous ces outils. Et en même temps, les craintes et les sujets éthiques, on va y revenir, n'ont pas disparu pour autant. Merci Agnès pour ton invitation. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux sur le potentiel du déploiement de l'IA dans le secteur associatif, médico-social, social, etc. Pour les raisons que vous avez dites. Sur ta question Agnès, je pense que la France dans ce domaine a d'énormes avantages. C'est-à-dire qu'on a des bases de données qui sont plus centralisées, plutôt de meilleure qualité, on a des talents, on a de l'envie, il y a tout un tas de choses qui sont tout à fait là. Je pense que, particulièrement dans ce secteur, on a un énorme handicap culturel. Et je vais peut-être être un peu controversé, puisque tu venais de parler aussi des sujets éthiques, etc. Donc nous, on intervient en France, on intervient ailleurs. Et bien qu'étant dans une entreprise qu'on pourrait qualifier de mercantiliste, on intervient aussi sur des sujets en contribution, etc. Je vois des choses que je pense bien, qu'on peut faire à l'étranger, qui seraient très difficiles de faire en France. Et je me regarde dans la glace, je me dis, mais est-ce qu'on a déconné là? Est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire? Ou est-ce que quand même c'était pas mal? Alors j'ai juste peut-être quelques exemples. À Chicago, on a travaillé avec des écoles publiques sur de l'identification d'enfants qui étaient proches de se faire tuer parce qu'ils avaient des dettes vis-à-vis de dealers de drogue, par exemple. Bon. Donc, on avait des données liées à l'école, on avait des remontées qui venaient de l'école, et on arrivait à se dire, voilà, tel enfant commence à avoir une probabilité élevée de se faire tuer. Avec ça, on a travaillé sur plusieurs écoles dans des quartiers difficiles. Il y a des enfants qui ont été sauvés. Et puis il y en a qui ont été tués. On a travaillé sur des données hypersensibles, sur des infrastructures privées, de grandes entreprises privées, main dans la main avec ce qui serait une forme d'éducation nationale là-bas. On était dans l'enseignement complètement, enfin dans les écoles complètement publiques. Tout un tas de choses qu'en France, il aurait été très difficile de mettre en œuvre à la vitesse où on l'a fait, pour tout un tas de blocages. En Afrique, on est sur des programmes de suivi de personnes qui sont atteintes du sida, et on essaie d'identifier les personnes dont on se dit le risque est le plus fort, qu'elles ne suivent pas complètement les traitements, qu'elles sortent des protocoles, et donc qu'elles se mettent à risque elles-mêmes. On utilise des données de santé, des données personnelles, tout ce qu'on peut imaginer. Alors, on anonymise, on fait tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne bien. Et on a des résultats. On a travaillé avec des opérateurs de Medicaid, Medicare aux États-Unis qui travaillent avec les populations les plus défavorisées sur la sortie d'hôpital, en se disant, en sortant d'hôpital, qui sont les personnes les plus à risque de récidive parce que l'appartement n'est pas complètement adapté, ils peuvent encore tomber, par exemple, c'est surtout des personnes âgées, des populations qu'on suivait. Il y a des risques d'isolement, etc. Ça, aujourd'hui, un opérateur d'assurance santé ne peut pas faire en France et avoir une intervention directe, appelée, etc., sur certains de ces sujets médicaux. Alors, ce que je pense, c'est que si on prend le sommet IA, on a, comme tu dis, beaucoup glorifié tout ce que l'IA pouvait faire. Moi, je suis un super optimiste de l'IA,
Mais je pense que dans beaucoup de situations, on se pose trop de questions. Et contrairement, et tu décrivais très bien, Gilles, je trouve, toute l'histoire là, les cycles autour des technologies, et tu as mentionné le point de la réglementation, on est quand même sur un sujet dans lequel aujourd'hui, on s'interdit de faire des choses dont on se dit, mais quand même, si on pouvait les faire, et si on s'y mettait tous, et si on arrêtait de se poser trop de questions, on ferait des trucs qui sont super bien. Et moi, je pense que c'est le frein principal qu'on a. Et je comprends bien que mettre des données sur des opérateurs d'infrastructures américains, tout ça, ça peut faire peur et tout. Mais à un moment donné, quand même, il faut avancer. Et je pense que c'est une des plus grandes différences avec le reste du monde. Et j'aurai un dernier exemple, parce que vous en avez parlé tous les deux, c'est l'éducation. En Afrique, on déploie des assistants pour que les enfants puissent apprendre à lire, à écrire, à compter. En Asie, des solutions pour que les personnes puissent apprendre l'anglais, mieux parler anglais en étant corrigées par leur accent, etc. Ça donne de l'accès à l'emploi. C'est fait avec l'éducation nationale. C'est financé par Google. Mais à la fin, ça aide tout le monde, quoi. Et moi, je pense que bien sûr qu'il faut faire attention, bien sûr qu'il y a des sujets hypersensibles, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il y a plein de trucs super bien à faire qu'on s'interdit de faire parce qu'on est un peu trop prudent. Merci. Et quand je t'ai présenté, je n'ai pas dit, mais tu es trésorier depuis au moins 20 ans d'une des grandes associations sociales françaises, donc tu connais très bien le terrain. Gilles, si on regarde un peu le champ du possible, j'ai l'impression qu'il est vraiment très très large. On a juste esquissé là le sujet des langues, mais la question par exemple de l'accès aux services publics des personnes qui ne maîtrisent pas soit l'écrit, soit la langue française si on parle de la France. Sujet d'ailleurs, il se trouve que j'ai vu sur les personnes âgées, très âgées, qui va devenir aussi un sujet pour les personnes très âgées qui ont des difficultés pour parler et pour écrire. Il y a ce sujet-là de façon générale. Il y a tout le sujet administratif, on va dire, au sens large. On aime bien parler du « dites-le nous une fois ». Mais peut-être qu'on pourrait juste le dire 0 fois et que toutes les informations qui sont dans les bases publiques puissent être automatiquement récupérées. Et on sait que plus les gens sont fragiles, plus cette question des documents est difficile. Puis après, il y a les politiques sectorielles, l'aide sociale à l'enfance et la politique probablement publique sur laquelle on se sent tous le plus mal à l'aise et le plus coupable de la situation dans laquelle on est. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a certains domaines qui peuvent avancer plus vite que d'autres? Est-ce qu'il faut essayer de tout pousser en se disant c'est pas les mêmes acteurs, sur un malentendu, il y en a peut-être un qui va avancer plus vite? Oui, il y a un sujet qui est à peu près évident, je pense que Sylvain vient de l'évoquer, c'est le fait de l'accès aux data, et c'est un sujet qui est, je crois, une sorte de serpent de mer à l'égard, en tout cas de la France. Et je ne pense pas que ce soit tant la réglementation que la culture du risque. C'est-à-dire qu'assez souvent, on peut accéder aux data, mais par exemple dans la santé, Eric pourrait en témoigner, c'est l'enfer. C'est-à-dire que c'est vraiment, les gens rajoutent ces ceintures et bretelles, et c'est pas le RGPD ou je ne sais quoi qui fait que ça bloque, c'est qu'il y a une culture de la propriété de la donnée, une culture du risque associée avec la donnée qui a perdu toute mesure en réalité. Donc c'est compliqué. Et les données sociales, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elles ont une très forte sensibilité, elles peuvent être extrêmement discriminantes, et donc de fait, on s'interdit de faire des choses qui seraient potentiellement très intéressantes. Moi, je peux donner un exemple qui est mon vécu, qui date d'il y a une dizaine d'années. On avait fait un travail en partenariat avec l'Institut Montaigne qui consistait à détecter les défauts de paiement dans les cantines scolaires pour essayer de mieux diriger les aides, en réalité. Et quand on l'avait fait à toute petite échelle, c'est-à-dire, pour le dire assez franchement, sans demander l'autorisation à personne, ça avait été plutôt cool. Et puis, tout d'un coup, il y avait un obscur, j'ai envie d'être un peu dur, mais quelqu'un qui était un sous-fonctionnaire au fin fond du numérique, qui nous a dit qu'il allait le dénoncer à la CNIL, que c'était un scandale et qu'il fallait surtout pas faire ça. Et qui a réussi à réveiller le bureau municipal et à le tourner contre nous et à empêcher que le truc se passe à l'échelle. Alors qu'on était tous en non-profit, on était tous à donner de notre temps pour faire ce truc-là. Je trouvais que c'était très
finalement symptomatique d'un pays qui a peur de son ombre à mains égards. Donc il y a, et tout à l'heure j'ai vaguement évoqué ça, mais il y a une notion de pédagogie, on appelle, dans votre cabinet on appelle ça du change management, mais de pédagogie de l'innovation qui est importante, de prendre en compte les différentes parties prenantes. Et sans ça, et je pense que Paul pourrait faire des témoignages à peu près semblables, on n'arrive pas à passer. C'est vrai qu'on a des données qui sont super, mais voilà, ce contexte est celui-ci. Il y a un autre point qui a été évoqué, mais je crois qu'il est très important, c'est le fait que finalement, quand vous êtes dans le monde de la précarité, des gens qui sont dans des situations compliquées, la probabilité pour que leurs données soient éparses est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que tu connais ton numéro de Amélie ou ton truc pour accéder à tes impôts, moi aussi, je pense vous deux aussi, Paul c'est moins sûr, mais dans l'ensemble, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu, des gens qui sont dans la rue, souvent le smartphone qu'ils avaient, qui les rattachait à leurs données, ils l'ont perdu, ils se sont fait voler, etc. Donc ça pose des problèmes par exemple, d'identification biométrique. Et ça, c'est encore une fois une sorte de vache sacrée, un truc intouchable. Et je crois que les débats qui sont liés à la technologie sont souvent des débats très épidermiques dans lesquels on devrait essayer de remettre de la sérénité en se disant, mais finalement, c'est quoi le bien commun? Est-ce que le bien commun, c'est de faire en sorte que les données soient cadenassées à double tour? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une certaine proportionnalité du risque à introduire dans la santé, dans la sphère sociale, et qu'on essaie d'évaluer ça, non pas en ayant une approche qu'on pourrait quand même qualifier parfois un peu d'irrationnelle, mais encore une fois de proportionnée. Sylvain, je voudrais aborder un autre angle qui est l'angle de la recherche. À l'Impact Tank, on est très axé sur la mesure de l'impact, c'est notre raison d'être. Mais Total, on est extrêmement convaincus qu'on a besoin de la recherche, des chercheurs, pour pouvoir justement analyser l'impact, personnaliser, trouver des patterns pour pouvoir définir des groupes de gens, des groupes de profils qui permettent d'optimiser les parcours et les chances des individus. Et toi, tu t'es particulièrement intéressé à ce que, de façon générale, l'IA et l'IA générative pouvaient apporter sur la recherche. Est-ce que tu penses, est-ce que tu vois que ce champ du social et des parcours, finalement, des individus pourrait être un domaine sur lequel on aurait un booster de résultats, de capacité à mieux comprendre et donc à mieux servir individuellement les gens? Je pense qu'il y a deux choses, et tu l'as dit tout à l'heure, Paul. En fait, dans le social, on est sur des choses très personnalisées. Je pense qu'aujourd'hui, la mesure et la recherche, ça permettrait de faire deux choses. D'abord, de beaucoup mieux allouer le soutien, l'aide, l'accompagnement aux personnes qui en ont le plus besoin. Et la deuxième chose, c'est de beaucoup mieux évaluer l'efficacité réelle de tous les dispositifs d'accompagnement qu'on peut avoir. Et donc, au total, beaucoup mieux utiliser les ressources très maigres que tu évoquais tout à l'heure, qu'on arrive à mobiliser pour le secteur. Et je pense que c'est presque un impératif moral. Enfin, à un moment donné, on pourrait être beaucoup plus efficace, efficient, je ne sais pas comment le dire, mais à faire un bien meilleur usage d'un point de vue de la création de valeur sociale par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Alors après, ce n'est pas facile. Et si je vois un peu ce qui peut se faire ailleurs, un des grands enjeux, c'est de créer un écosystème qui sera utilisé par tous. Parce que c'est très difficile, chacun dans son coin, quelque part, de faire quelque chose. Et moi, je crois beaucoup aux plateformes de données ouvertes, partagées, avec des cadres de référence. Certaines industries l'ont poussé très loin. Aujourd'hui, dans l'industrie aérienne, on sait dire quand un avion arrive de l'autre côté parce que tout le monde est d'accord sur ce qu'on appelle un retard, ce qu'est la météo, ce qu'est une alerte météo, de quel niveau, etc. Et ça fonctionne.
Dans certains champs non mercantiles, notamment sur l'environnement, il y a des bases qui commencent à se monter, qui sont importantes, avec tout un tas de bases de données sur des incidents climatiques, sur des choses qui ont été faites. Et ça, on donne accès à tout le monde. Et là, je pense qu'il y a vraiment un enjeu très fort, au moins au niveau français, parce que le social, le médico-social, c'est quand même très local, d'arriver à mettre en place ces plateformes, de mettre en place des contributeurs open source et de partager tout ça. Et je dirais, c'est même avant les algos, c'est vraiment la mise en partage de ces données et d'acteurs pour lesquels il est très difficile parfois de faire qu'ils acceptent de partager. Et puis après, il y a quand même un gros mot. Et tu le disais, moi je suis dans le médico-social, je suis chez Aurore. Donc je suis trésorier d'Aurore depuis beaucoup d'années. Il y a besoin quand même d'un peu de moyens. C'est-à-dire que si on veut monter une plateforme de données, qu'elle soit utilisable, qu'elle soit maintenue, qu'elle soit enrichie, on ne peut pas tout faire avec des bouts de ficelle. Et du coup, il y a vraiment un choix, je pense, un peu de concentration sur un sujet ou deux. On ne peut pas courir après tout, parce qu'on peut faire l'enfance, l'asile, l'accueil, le handicap, on peut tout faire un petit peu. Je pense qu'il faut choisir quelque chose. Et à un moment, il faut trouver de grands mécènes. Je ne pense pas qu'on y arrive avec seulement... Moi, je vois comment on tourne chez Aurore. On est toujours en train de se demander si on finira l'année. Il faut à un moment donné ne pas avoir peur de l'argent des grands mécènes, même si ces grands mécènes sont privés, parce que pour monter ces plateformes, on a besoin d'argent. Je te vois approuver, Paul. Sur la question, avant de revenir sur la question de l'argent, des moyens, est-ce que le fait que finalement maintenant tu es un démonstrateur, est-ce que tu sens finalement que ça permet de démystifier, que ça change le regard, que ça permet d'avancer? Parce que une des difficultés qu'on a quand même dans ce domaine, c'est que tout le monde à peu près connaît ChatGPT, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le social? Qu'est-ce que ça veut dire pour un travailleur social en hôpital, en EHPAD ou dans un CCAS? C'est plus difficile à imaginer. Donc est-ce qu'un démonstrateur, ça permet de créer des déclics? Absolument, on a beaucoup parlé de conduite du changement. En fait, il n'y a rien qui bat le fait de voir, d'avoir concrètement un outil sous les yeux et de voir comment ça marche. On a beaucoup de moments un peu ah, c'est donc ça que fait l'IA, parce qu'il y a beaucoup d'a priori. Et pour donner quelques exemples, on a évidemment il y a toujours la question de l'IA, on cherche à me remplacer avec de l'IA, etc. Puis ensuite, quand on va avoir par exemple le travailleur social qui se met dessus, ils voient tout de suite. Par exemple, si on travaille avec des associations d'aide aux victimes, se disent c'est génial parce que là devant moi j'ai une femme qui malheureusement victime de violence. Elle a peur de porter plainte. J'ai l'impression qu'il faut la soutenir. Hop, je vais demander grâce à l'IA, je peux sur la base d'une orientation de soins, avoir un plan d'action, il y a telle ou telle ressource, il faut l'adresser à telle association, il faudrait aller voir où est-ce qu'elle en est avec son psychologue, etc. Relancer telle administration pour avoir tel papier. Voilà, tous ces trucs-là qui sont très chronophages, c'est pas forcément là où la personne a le plus de valeur ajoutée. Par contre, en fait, le fait de dire tiens, elle a l'air un peu stressée, j'ai l'impression qu'elle a peur d'aller porter plainte et il faudrait la soutenir dessus. Cette partie-là, qui est une partie d'empathie humaine, très concrètement, seul l'humain qui est en face peut le faire. Donc ça peut être un bénévole d'une association, ça peut être un agent de service public. En tout cas, l'humain, quand on lui met quand on lui met cet outil à disposition, on voit tout de suite à quel point il est irremplaçable. Donc ça démystifie beaucoup de choses, ça rassure finalement beaucoup d'avoir cet outil. Et ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui, des gens qui travaillent dans le secteur social, que ce soit professionnellement ou à titre bénévole, qui utilisent l'IA de plus en plus à titre personnel, qui sont sur ChatGPT pour aller planifier leurs vacances ou faire une recette. Donc ça, quelque part, ça aide parce que, en fait, ils se disent comment ça se fait que moi, dans mon métier où je suis constamment sous pression, où j'ai pas les moyens de faire j'ai pas les ressources ni le temps de faire le travail aussi bien que j'aimerais le faire. C'est pas faute d'envie, donc d'où cette statistique assez monstrueuse sur les burn-out que je citais tout à l'heure.
qui se disent comment est-ce que je peux utiliser ces technologies plutôt dans mon travail, et là en fait ils se retrouvent face à un mur de c'est compliqué, évidemment je vais pas mettre des données sensibles de personnes vulnérables sur ChatGPT pour que ça aille partir aux États-Unis, je sais pas comment la fiabiliser, et puis bon, tout le monde me parle d'ingénierie de prompt, j'ai peur de faire une bêtise, et puis une hallucination lorsqu'il s'agit d'un dossier d'une personne vulnérable, ça peut être très grave. Donc en fait tout le monde voit le potentiel, je pense que de plus en plus les gens se projettent en fait sur l'usage de l'IA dans le secteur social, mais il y a encore toutes ces craintes-là qu'il faut soulager, et le fait d'apporter une solution un peu packagée en disant bon voilà, c'est à but non lucratif, c'est transparent, c'est open source, toutes les parties un peu compliquées d'un point de vue technique, en termes d'ingénierie de prompt, de machin, de protection, de gestion de la donnée, etc. Tout ça, bon, on le gère pour que vous vous concentriez sur l'essentiel. Voilà, ça facilite beaucoup les choses. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Sylvain à propos des blocages culturels qu'on a, pour moi il y a un point qui est extrêmement important, c'est d'utiliser pleinement le secteur associatif, la société civile qui est très forte en France pour faire l'expérimentation de ces solutions. Parce que si vous voulez faire une expérimentation avec, je ne les nommerai pas, mais telle ou telle agence, au niveau national, c'est toujours très compliqué. C'est là qu'on va se prendre tous les murs, c'est là que tout devient tout de suite très politique. Par contre, de se dire que, je ne sais pas, si vous voulez aider les personnes qui sont surendettées, on va aller voir Crésus. Si vous voulez aller voir accompagner des enfants à risque, il y a pas mal d'associations qui accompagnent des pupilles de l'État dans divers départements. Vous pouvez voir Aurore, le groupe SOS. Voilà. Comment est-ce qu'on se sert un peu de ces organisations comme terrain d'expérimentation pour aller peut-être de manière plus agile essayer de préfigurer à quoi ressemble le secteur social de demain? Merci, c'est une bonne conclusion pour vous sur ce qu'on peut faire avec la salle, parce que vous avez beaucoup d'acteurs de terrain. Peut-être pour finir la table ronde, chacun un mot peut-être sur par où on avance, comment on avance. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a besoin de beaucoup de pédagogie? Est-ce qu'on a un sujet de formation aussi des acteurs justement pour démystifier, montrer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas? Peut-être Sylvain, en complément de ce qu'a dit Paul. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur les démonstrateurs, ça fait une différence énorme. Juste un point, 1 minute, mais sur l'accès dont tu parlais, Agnès. Aujourd'hui, ce que tu disais aussi, je perds mon téléphone, la maîtrise de la langue. Naviguer dans tout ce qui est aujourd'hui Internet, c'est impossible. Aujourd'hui, on a besoin de personnes qui passent du temps pour être les compagnons numériques, pour faire tout un tas de démarches administratives, etc. Il y a des pays où on commence à avoir des solutions où on parle dans sa langue et si on comprend pas, on repose la question et on peut baisser des barrières qui sont terribles. Moi, je crois beaucoup à ce que tu dis par le vrai. Et pour finir, peut-être, Gilles, tu parlais des grandes déclarations techno-prophétiques qui avaient été faites par les uns et par les autres qui allaient sauver le monde. Moi, je repartirais plus bas. Mère Teresa, soigner la faim dans le monde, j'ai jamais essayé, mais aider quelqu'un pas trop loin de moi, c'est comme ça, je pense qu'on peut avancer. C'est ce que tu disais, et je pense que c'est vraiment l'esprit qu'il faut qu'on ait sur ces sujets. Gilles ? Écoute, merci. Bon, il me semble que, je vais en profiter pour faire un peu de placement de produit, mais je pense que c'est approprié. Je te rassure, c'est pas pour une marque de lessive. Je suis pas très inquiète. Mais sur la fin du mandat du Conseil national numérique que j'occupe, là, on s'est dit, en fait, le truc le plus important, c'est de faire en sorte que ce pays s'empare de l'IA, que la société civile, que les gens s'emparent de l'IA. Si on ne veut pas que ce truc décide pour nous ce qui doit être le futur, on ne veut pas que ce soit Sam Altman qui nous explique ce que ça doit être, le meilleur moyen, c'est que chacun à notre mesure, on s'en empare. Et donc, on a monté un mécanisme qui s'appelle Café IA, dont l'objectif est de parler à des millions de Français, en fait. Et de faire en sorte que, justement, toutes ces initiatives, qui ne sont pas forcément des initiatives, entre guillemets, profitables, puissent se fédérer, voir le jour, qu'on essaye de trouver des moyens et des acteurs associatifs comme Base Impact qui puissent nous aider, finalement, sur certains chapitres à valoriser ça. Il me semble qu'à ma modeste échelle, c'est ce que je peux faire de plus efficace.
Donc je vous invite, si vous pensez que ça peut être un appui pour ce que vous faites, à rejoindre sous une forme ou sous une autre les cafés IA. Merci pour cette invitation que nous allons prendre au vol. De toutes les façons, je voulais vous signaler que nous allons essayer, dans le cadre de l'Impact Tank, pour l'année prochaine, de nous atteler à ce sujet-là, de compléter ce que nous avons tenté de faire sans encore énormément de succès sur les questions de l'accès aux bases publiques à des fins de recherche. Mais le sujet évolue finalement avec la technique. C'est sûr que les questions d'accès se posent plus sous les mêmes termes et les potentiels sont plus sous les mêmes termes cette année, l'année prochaine, que ça n'était il y a quelques années. Donc on va essayer d'attraper ces sujets-là. Et effectivement, ces sujets d'IA et d'IA générative au service du secteur social, avec une vision évidemment digitale et humaine de l'ensemble des interactions. Il ne s'agit pas de remplacer les interactions humaines et les travailleurs sociaux, il s'agit bien de les outiller et d'avoir des choses plus puissantes pour pouvoir mieux servir tout le monde, et notamment les gens les plus fragiles et les territoires les plus fragiles. Donc merci beaucoup. Je vais en profiter pour conclure la journée en accueillant le commissaire Séjourné qui doit arriver. Merci. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous les orateurs. Merci à tous les financeurs. Merci à tous les participants. C'était une très belle journée, je crois. Enfin, vous nous avez fait tous des très bons retours. On sera ravis de vous accueillir l'année prochaine. Je ne sais pas encore ni où, ni quand, ni comment, mais évidemment, l'aventure continue.